Alors bonjour à tous, bienvenue à ce cours numéro 2. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la partie informatique et, et comment dire, et des phénomènes d'intrication entre autres qui sont très très importants, euh, alors, qui sont très importants pour tout ce qui est informatique et toutes les applications, et c'est vraiment l'intérêt fondamental de la physique quantique. On verra également le paradoxe EPR. Qu'est-ce que c'est? Donc EPR, c'est pour Einstein, euh, Rosen, et le dernier c'est pour le pont, je crois. Euh, on verra également du coup les portes quantiques, c'est-à-dire c'est des outils de logique qui permettent de manipuler nos qubits et de produire un résultat. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des algorithmes. Et on verra également un petit peu les inégalités, les états de Bell, qui sont des états superposés et où les différents qubits qui entrent en jeu sont intriqués dans comment dire, dans un état qui est très puissant en termes d'intrication. Vous n'avez pas moyen d'avoir de, comment dire, vous n'avez pas moyen d'avoir une meilleure intrication de deux particules, et c'est grâce à ces états que vous pouvez bah, séparer des particules qui sont intriquées et appliquer différents phénomènes sur les différentes particules, et pouvoir jouer avec ça. Encore une petite citation parce que j'aime bien. C'est le directeur d'IBM, directeur technique, Xavier Vasquez, qui a dit: On est encore loin d'imaginer toutes les applications de l'ordinateur quantique. C'était il y a quelques années, et c'était déjà avant l'événement de ce qu'ils appellent la suprématie quantique. Euh, c'est encore aujourd'hui, on, on a énormément de mal à savoir est-ce que l'ordinateur quantique a un avenir ou non. Est-ce que on peut avoir des applications concrètes derrière, ou c'est juste une technologie qui va apparaître mais qui n'aura aucun intérêt dans la vie réelle. On ne sait pas encore. Mais pour l'instant, on ne sait surtout pas à quel point ça peut nous être utile. Alors, le phénomène d'intrication. Qu'est-ce que c'est? On va prendre deux qubits. Donc, si vous regardez ces qubits, je les ai appelés Q1 et Q2. On peut l'écrire sous la forme d'un vecteur. Je vais donner des lettres alpha, bêta, gamma et delta. On sait, étant donné que qu'on joue toujours avec des probabilités, on sait que la somme des amplitudes au carré est égale à 1. Donc on a cette relation. Euh, donc qui est que alpha carré plus bêta carré plus gamma carré plus delta carré est égal à 1. Et ces coefficients, alpha, bêta, gamma et delta, ils sont tous complexes. C'est très important cette partie-là. Les coefficients ne sont pas réels, donc par exemple vous allez vous retrouver avec des i qui traînent par-ci par-là. Donc un petit exercice. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez appuyer sur pause. Si jamais vous êtes en salle, bah, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour trouver ça. Le but est de trouver Q1 et Q2, donc deux qubits, qui sont déterminés par deux amplitudes, A, B, C, D. Et leur état superposé, c'est celui-ci. Donc c'est-à-dire que 1 sur racine de 2, 0, 0, 1 sur racine de 2. Vous voyez que si vous faites la somme au carré, ça fait 1 demi plus 1 demi, donc 1. Donc tout va bien. Et bah, le but est de trouver A, B, C, D tel qu'on obtient ce résultat. Je vais laisser, je pense, quelques minutes. Albert, tu me dis quand tu penses que c'est bon. Ouais, 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 t'inquiète.
Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Ah pardon, c'est le produit de Kronecker qui est en gros, on utilise un produit pour quand on prend deux arguments d'une certaine taille, on va créer un vecteur de taille plus grand. Et donc par exemple ici, les dimensions de Q1 et Q2 sont 2, A et B et C et D. Et on obtient un vecteur de 4 par 1. Et si tout va bien, vous trouvez que alpha c'est exactement égal à AC, bêta c'est égal à AD, ça doit être ça, ouais. Gamma est égal à B fois C et delta est égal à B fois D. Euh, je peux l'écrire. On a alpha qui est égal à A fois C, bêta qui est égal à A fois D, gamma. J'ai pas envie de copier-coller. Euh, c'est ça. C'est bien résumé. Je vais montrer tout de suite la solution. Euh, on a, du coup, en utilisant ces équations et cette décomposition, on a donc AC qui vaut 1 sur racine de 2, AD qui vaut 0, BC qui vaut 0, et BD qui vaut 1 sur racine de 2. Euh, à partir de ça, vous pouvez en déduire des informations sur vos paramètres A, B, C, D. De la première équation, vous savez que, étant donné qu'aucun des deux, que le résultat n'est pas nul, vous savez qu'aucun des deux n'est nul. À partir de la deuxième équation, vous savez qu'il y en a au moins un des deux parmi A et D qui sont nuls. De la troisième, vous tenez que soit B, soit C est nul. Et de la dernière, vous obtenez que B et D sont tous les deux différents de 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a à la fois, si par exemple, on prend A égale 0, dans ce cas-là, D peut être différent de 0. Or, si on regarde à la première équation, on nous dit non, A c'est pas possible, A est différent de 0. Vous pouvez faire pareil pour B, C, D avec toutes les équations. Et donc ce problème en fait n'a pas de solution. C'est-à-dire que étant donné que vous avez intriqué vos particules, alors là en l'occurrence on utilise, je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond, mais on utilise d'abord une porte d'Adamar, puis une porte contrôlée de notes. Et donc c'est juste simplement deux portes hein, qu'on a appliquées. Et avec ces deux portes, on a réussi à obtenir un état qui ne peut pas se décomposer en tant que Q1 et Q2. C'est-à-dire que vos qubits, vous ne pouvez pas les séparer en deux qubits. Vous avez vraiment un état qui est du coup intriqué. Et donc, d'un point de vue mathématique, l'intrication, c'est quoi? C'est lorsque bah, vous avez un produit Q1, Q2 de 2 qubits
ou plusieurs, bien sûr, qui ne peut pas se décomposer en deux particules séparées avec des coefficients indépendants. Maintenant, on va voir c'est le même principe, encore une fois, le même exercice, mais avec des coefficients un petit peu différents. Et entre autres, tout n'est pas nul. Donc c'est un peu plus complexe. Pareil, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir. Est-ce que par hasard, il y en a qui ont des idées? Albert, je sais pas si tu m'entends, mais tu as ton micro qui est coupé. En effet. Hmm. Je peux réafficher la petite formule que j'avais marquée. Ouais,
Alors là, en l'occurrence, c'est bien de penser au fait que a au carré plus b au carré est égal à 1. Donc c'est-à-dire que les coefficients d'un qubit ont forcément une probabilité cumulée de 1. Là où on a juste besoin, encore une fois, d'utiliser les équations alpha, bêta, gamma, delta en fonction de A, B, C, D. Je vais vous montrer. On a AC, donc du coup, comme disait Albert, qui valait 1 sur 2 racine de 2, et ainsi de suite. Et on peut à nouveau en tirer que aucun de nos coefficients sont nuls. À partir de ça, on va exprimer C et D en fonction de A et B. Et ce qu'on va faire, c'est dire que bah, C égale C et D égale D. Et à partir de ça, on va se retrouver avec deux équations à deux inconnus. On va obtenir B est égal à racine de 2 fois A et B est égal à 2A. Or, on sait que A et B ne sont pas nuls. Donc, on a comme conclusion, le problème n'a pas de solution non plus. La différence principale, c'est que on n'est pas dans un état de Bell et l'intrication est moins puissante. En gros, ce que j'appelle puissance d'intrication, c'est vraiment ouais, c'est un terme que j'utilise moi, mais qui n'est pas utilisé dans la littérature, hein. Ce que j'appelle puissance d'intrication, c'est que lorsque vous prenez deux particules et vous les intriquez, donc là, ce sont nos qubits 1 et 2, plus vous les éloignez, plus l'intrication va avoir du mal à résister à cet éloignement. Plus cette distance qui sépare les deux particules est grande, plus vous risquez de perdre l'intrication entre vos deux particules. Et dans le cas précédent, qui était celui-ci, c'était ce qu'on appelle un état de Bell. Donc, je vous expliquerai exactement ce que c'est dans une dizaine de minutes. La puissance et la distance qui peut séparer les particules est beaucoup plus grande que celle-ci, étant donné que la présence des coefficients 0 renforce la puissance de cette intrication. Si on voit ça sous un autre angle, tout ce système d'intrication, un système intriqué, c'est un système où les particules présentent des états quantiques qui dépendent en fait des autres particules. Et cela, quelle que soit la distance qui les sépare. Le dernier élément de la phrase, quelle que soit la distance qui les sépare, est très important. Lorsque vous allez manipuler des qubits, vous pouvez en avoir un par exemple qui est en Chine et un qui est dans un satellite en orbite. Si jamais le phénomène d'intrication est toujours présent entre ces deux particules, à chaque fois que vous allez modifier l'une des particules, l'autre sera affecté par ce phénomène. Et, et voilà. Ah oui, euh, c'est grâce à ça que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais probablement, il y a un phénomène qu'on appelle la téléportation quantique. Justement, le principe de la téléportation quantique, c'est très simple. Vous prenez des particules, vous les intriquez, vous les mettez à un endroit A et à un endroit B. Donc, par exemple, la Chine est un satellite. Et le moment où vous allez mesurer la première particule, quand vous faites une mesure, ça va détruire l'état superposé. Et donc, par exemple, si on a Q1 qui s'écrit AB, vous avez donc A au carré chance de trouver 0 et B au carré chance de trouver 1. Lorsque vous faites une mesure, vous allez recevoir soit 0, soit 1, avec des probabilités. Donc, si vous faites cette opération beaucoup de fois, vous allez pouvoir obtenir les statistiques et savoir à peu près quel était l'état. Mais faut que vous refassiez à chaque fois le calcul. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait la mesure, votre qubit numéro 1, qui s'écrivait A0 plus B1, si vous faites une mesure et vous obtenez 1, les chances de retrouver 1 juste après sont de 1. C'est-à-dire que une fois qu'une mesure a été faite,
le qubit se transforme du coup, en un nouveau qubit qui ne possède qu'un seul état. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait passer vos probabilités, vous obtenez une réponse qui est 0 ou 1. Et cette réponse, vous la garderez quoi qu'il arrive. Et ce que l'on peut faire, justement, ce que l'on peut utiliser, c'est ce phénomène d'intrication. C'est vous allez pouvoir faire une mesure à un endroit qui est, par exemple, du coup en Chine. Et l'état de la deuxième particule sera affecté instantanément. Très important, vous ne pouvez pas savoir et communiquer grâce à ce moyen. Vous avez besoin d'une communication standard à côté pour pouvoir euh, décrypter la mesure qui a été faite. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer des informations, vous allez utiliser donc à nouveau les états de Bell et euh, l'élément principal, c'est que lorsque la mesure est faite de l'autre côté de la communication, il obtient un résultat, mais pour utiliser ce résultat, il a besoin de savoir quel était l'état initial. C'est-à-dire que, par exemple, en Chine, vous avez exécuté une série de portes. Vous pouvez instantanément avoir la même information à n'importe où dans le monde, mais pour comprendre cette information, il vous faut beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR. Mais le fait que les particules puissent, entre guillemets, communiquer, même si la communication n'est pas compréhensible, les particules puissent communiquer instantanément, ça fait que cette théorie de la mécanique quantique est une théorie qu'on appelle la physique non locale. C'est-à-dire que les distances n'ont pas forcément d'effet sur certains principes. Alors, donc qu'est-ce que le paradoxe EPR? C'était une réflexion qu'a fait Einstein et Rosen, qui disait, bah voilà, selon votre théorie, vous avez deux particules intriquées, c'est très bien. Si l'on mesure l'une selon, entre autres par exemple des polariseurs, ici j'ai montré, vous savez quelle est la polarisation de la seconde. Mais ça, vous le savez instantanément. Or, Einstein, lui, il était sur le principe enfin, il a découvert tout le principe de la relativité, et une information n'est pas censée voyager plus vite que la lumière. Sinon, il y a violation du principe de relativité. Et ce qui était pensé à l'époque, c'est que il y avait un pont, une sorte c'est-à-dire que en fait, si vous preniez deux points d'espace et deux particules qui sont intriquées, il y avait un plus court chemin que de prendre la voiture pour aller de la particule A à la particule B ou ce que vous voulez comme moyen de transport. Mais il y avait un chemin beaucoup plus court et du coup, étant donné que la distance était beaucoup plus faible, le temps lui l'était aussi. Et ça permettait de, de respecter le fait que l'information voyage à la vitesse de la lumière. Euh, c'est à partir de ce paradoxe PR et de cette idée que les trous de verre ont commencé à faire leur apparition. Les trous de verre, c'est un plus court chemin entre deux points de l'espace. C'est-à-dire, si vous prenez une feuille euh, et vous allez d'un côté de la feuille à l'autre, si vous pliez et vous faites un trou, vous avez un moyen d'accéder d'un côté de la feuille à l'autre avec une distance qui est très très faible, étant donné que c'est l'épaisseur de la feuille multipliée par 2, au lieu de faire tout le tour de la feuille, qui est bah, la longueur de votre feuille. Et alors, il y a plusieurs théories, entre autres, il y avait par exemple la théorie de l'absorbeur de Wheeler et Feynman. Je n'en parlerai pas beaucoup plus, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les regarder sur Internet. Probablement sur Wikipédia, vous avez toutes les réponses. Qui arrivait entre autres à réconcilier la non-localité et la relativité. Euh,
Je répète encore une fois, une théorie physique non locale, donc avec ce système de distance qui ne joue pas, n'implique pas que l'on peut transmettre un signal plus vite que la lumière. Vous avez, si jamais c'était le cas, on aura un viol de la causalité et de la relativité, et ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas découvert que c'était possible. Et ce qu'a fait Monsieur Aspect, donc Alain Aspect, c'est un chercheur français, Cocorico. Ce qu'il a fait, c'est que il a mis en valeur le fait que il n'y avait pas de variable cachée. Qu'est-ce qu'une variable cachée? Lorsque vous décrivez un système, par exemple, si vous prenez une balle de golf, vous pouvez décrire l'entièreté de son comportement à partir de sa position et sa vitesse. Vous pouvez aussi avoir besoin des coefficients de frottement, de le vent qui est présent dans l'air, de beaucoup de choses. Mais vous savez, il y a un nombre fixe de variables qui sont connues. Et selon Einstein, lui, il pensait que il y a la non-localité était expliquée par des variables cachées, c'est-à-dire des variables qui n'étaient pas que l'on n'avait pas encore découvert. Et et donc, ce qu'Alain Aspect a fait, c'est, il a fait tout simplement une démonstration par l'absurde. Et cette démonstration par l'absurde est que, il a supposé que, ok, il y avait une théorie à variable cachée. Il a pris une variable, il l'a appelée lambda, et avec un calcul qui est pas très long, un peu complexe mais pas très long, il a montré que si jamais il y avait des variables cachées, on avait une violation des inégalités de Bell. Les inégalités de Bell, c'est en jouant un petit peu sur les probabilités et sur les phases de différents qubits. Et, euh, et c'est cette inégalité, si jamais il y avait une théorie à variable cachée, elles étaient violées et cela a permis de prouver définitivement que la théorie n'était pas à variable cachée. Euh, Si on prend deux particules qui sont intriquées, elles peuvent pas être considérées comme deux systèmes totalement distincts. C'est un seul et unique système. Et on a alors du coup une non-localité donc de l'unique système qui représente les deux particules. Euh, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc vous voyez une petite photo que vous trouvez sur Google d'un pont d'Einstein-Rosen. Et l'important, c'est il y a la première photo d'une particule, de deux particules qui sont intriquées. Alors c'est pas une photographie au sens où vous prenez votre iPhone ou votre Samsung ou autre marque et vous prenez, c'est beaucoup plus, c'est des photographies sur des microscopes électroniques et en bombardant d'électrons et d'ondes à travers des très faibles montants de particules, vous pouvez savoir comment ont été déviés votre faisceau d'électrons et à partir de ça, savoir à peu près comment étaient les particules. Je ne saurais pas vous expliquer vraiment où est représentée l'intrication. Je pense que c'est du fait que vous avez vraiment ces deux particules qui sont courbées l'une vers l'autre. Mais voilà, j'ai mis la photo pour que vous ayez une idée. Et il y a une petite représentation avec l'information au milieu qui passe et qui permet la décryption grâce à cette information via un voyage général à une vitesse luminique. Euh, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est histoire que vous arriviez à mettre une image à peu près physique sur ce phénomène, mais on n'a pas vraiment, on sait pas exactement comment ça marche. Enfin, on sait que, ok, les particules sont intriquées. D'un point de vue mathématique, ça veut dire que les états ne peuvent pas se décomposer en deux états séparés. Mais on ne sait pas vraiment s'il y a quelque chose de plus profond, si on ne sait pas exactement tout comment marche. C'est pour ça que c'est une théorie qui est encore en cours de développement.
et en cours de recherche. Un petit peu plus cette fois-ci là penché sur vraiment l'informatique. Ça c'est une représentation, ça s'appelle la sphère de Bloch. C'est une représentation par un vecteur de votre état d'un qubit, d'un seul qubit qui n'est pas intriqué. Je vous ai parlé plusieurs fois d'une phase. Cette phase, en fait, elle va être désignée par la rotation euh, sur la sphère de Bloch de votre particule. Et vous avez vos deux états, 0 et 1. Donc si jamais, par exemple, vous avez la moitié, vous avez une chance sur deux d'obtenir 0, une chance sur deux d'obtenir 1 et aucune phase entre les deux, vous allez vous retrouver ici au niveau de x. Si jamais vous avez une phase de 90 degrés, vous allez vous retrouver au niveau d'y, et ainsi de suite. Et si jamais, l'élément important, c'est que la phase, c'est défini comme un écart entre vos deux particules, enfin entre vos deux états. Vous ne pouvez pas déterminer une phase selon 0 et une phase selon 1. Ça n'existe pas. On peut juste savoir quel est l'écart entre les deux. C'est d'ailleurs si jamais vous prenez deux signaux qui commencent à un instant 0, vous pouvez seulement savoir quel est l'écart entre vos deux signaux, la phase de différence entre vos deux signaux. Là, c'est le même principe. Vous pouvez seulement déterminer la phase entre l'état pur numéro 1 et l'état pur 0. Donc c'est pour ça que si jamais vous vous retrouvez en 0 ou en 1, le fait de rajouter une phase ou non n'a pas de sens et votre point ne va pas se déplacer sur la sphère. Euh, Vraiment, la sphère de Bloch, c'est valable uniquement enfin, c'est pas que c'est valable uniquement, mais c'est que vous pouvez vous mettre une représentation en 3D uniquement dans le cas où vous avez qu'un seul qubit. Et vous commencez à en avoir plusieurs, il va vous falloir plus de dimensions. Et donc, bah, je sais pas trop représenter des sphères en 4 ou 5 dimensions sur mon écran. Donc, on va utiliser principalement des mathématiques dès qu'on aura affaire à plusieurs qubits. Alors, les portes logiques quantiques. Ça, c'est toutes les portes, sauf il en manque trois qui sont les portes de rotation que j'expliquerai juste après. C'est toutes les portes que vous pouvez appliquer à un registre quantique. Pourquoi? Alors, par exemple, la matrice est représentée par exemple, pour la première par une 2 par 2. C'est parce que vous allez appliquer ça à la fois à l'état 0 et à l'état 1. Donc, si jamais vous prenez vous appliquez une porte X sur un état, bah, par exemple, un état standard qui est uniquement 0. Donc, vous prenez votre vecteur 0, 1. Donc là, en l'occurrence, si vous avez un état pur que selon 0, votre vecteur il va être égal à 1, 0. Si jamais vous avez une chance sur deux d'avoir les deux, vous aurez 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et donc vous appliquez ce vecteur, enfin cette matrice à notre vecteur de représentation de nos qubits, notre registre, et vous allez obtenir un vecteur en sortie. Donc dans le cas où on avait un état pur selon 0, et qu'on applique une porte X, on va obtenir un état pur selon 1. Euh, une des portes les plus importantes, c'est la porte d'Adamar. Elle vous permet de, alors, si je vous remonte la sphère de Bloch, elle vous permet de passer donc de l'état 0 à l'état présent ici que l'on appelle la base plus, l'état plus. Alors je sais plus si c'est plus ou moins, mais il me semble que c'est plus. Et l'état 1 va passer lui à l'état moins. Et donc l'état moins, quelle est la différence entre l'état plus, c'est une chance sur deux d'avoir 0 et une chance sur deux d'avoir 1, avec que des coefficients positifs réels. Si jamais vous avez l'état moins, donc qui se situe de l'autre côté de la sphère,
Vous allez avoir à nouveau une chance sur deux d'obtenir plus et d'obtenir 0 et 1, mais vous aurez un coefficient négatif euh, réel encore, mais négatif selon votre état pur 1. Donc ça sera de la forme 0, donc l'état 0 moins l'état 1, le tout sur racine de 2. Et quel est l'intérêt? C'est que si vous êtes dans un état qui est un état uniquement pur, vous allez pouvoir passer d'un état pur à un état avec les mêmes chances selon tous les qubits. Donc par exemple, vous avez un registre de 3 qubits, vous appliquez 3 portes de Hadamard sur les 3 qubits et vous allez obtenir un état qui va donner une chance sur du coup racine de 8, racine de c'est quoi? Ouais, racine de 8 selon tous les états possibles. Donc vous aurez une chance sur 8 d'obtenir le résultat 000, mais aussi 001, mais aussi 110 et ainsi de suite pour toutes les valeurs. Vous avez aussi des matrices qui influent uniquement sur la phase. C'est pour ça que vous avez des 1, donc pour le comment ça s'appelle? Pour l'état pur de 0, et vous avez votre phase selon l'état pur numéro 1. C'est une convention qui a été prise, c'est que la phase est représentée sur l'état pur 1. Et après, vous avez ce qu'on appelle les portes controlled. Donc les portes de contrôle, c'est à chaque fois que vous voyez un point noir, ça veut dire que vous allez regarder si le qubit où il y a le point noir est dans un état 1. Donc c'est-à-dire que si jamais il est uniquement dans l'état 1, vous avez la porte en dessous qui sera appliquée à chaque fois. En l'occurrence, ici, c'est une porte poly X, donc qui inverse les coefficients selon 0 et selon 1. Donc, dans le cas où vous avez votre qubit numéro 1 et qubit numéro 2, si le qubit numéro 1 est toujours égal à 1, alors vous avez l'équivalent de j'applique à chaque fois la matrice poly X à mon deuxième qubit. Mais vous pouvez retrouver dans le cas où vous avez à la fois un état superposé pour le premier qubit. Par exemple, on est passé par une porte d'Adamar juste avant. Il a une chance sur deux d'être dans l'état 0, une chance sur deux d'être dans l'état 1. Ce qui va se passer, c'est que du coup, seulement la moitié du temps, la porte X sera appliquée. Mais quand je dis la moitié du temps, c'est en termes de coefficient. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, comment dire? Vous allez prendre votre état, vous allez le séparer en deux, en deux fois cet état. Vous l'écrivez 1 sur 1 demi du premier état plus 1 demi de ce même état. Et dans le premier cas, vous allez appliquer votre porte X, et dans le deuxième cas, il ne sera pas appliqué. C'est-à-dire que vous prenez en considération la moitié du temps, étant donné que vous avez une chance sur deux, la moitié du temps la porte X, et l'autre moitié du temps, vous ne considérez rien du tout. Euh, Vous avez aussi la porte Toffoli qui est importante. Cette fois, c'est exactement la même chose que la porte control note. Sauf que cette fois-ci, vous avez deux qubits de contrôle. Et pour un qubit cible. Vous pouvez décomposer dans un processeur quantique cette porte Toffoli en utilisant uniquement des portes X, H, S, T et contrôlette X, il me semble. Ouais, il me semble que c'est bon, c'est ça. Et vous avez la porte Toffoli n'a pas forcément besoin d'être implémentée. Enfin, elle peut être implémentée sur un software, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la porte Toffoli qui est représentée dans le processeur. En général, elle est faite quand même parce qu'elle est très utilisée, c'est une des plus utilisées. Euh, mais elle n'est pas obligatoire. Un élément important aussi,
Si vous voulez utiliser les portes de contrôle, les portes de contrôle s'appliquent uniquement lorsque par rapport à l'état 1 des qubits de contrôle. Il existe sur les softwares des portes d'anti-contrôle. Et donc du coup, ces anti-contrôles, c'est on fait exactement la même chose, mais dans le cas où le qubit de contrôle est égal à 0. Comment on implémente ça? On va pas rajouter je ne sais combien de portes dans nos processeurs. Si vous appliquez une fois la porte X sur votre qubit de contrôle, puis vous appliquez votre CNOT à votre système, à votre circuit, puis vous rappliquez une nouvelle fois la porte X sur votre qubit de contrôle, vous allez obtenir ce système d'anti-contrôle. C'est-à-dire que vous allez inverser vos deux coefficients selon l'état 0 et l'état 1, puis vous appliquez votre porte de contrôle et vous remettez les coefficients comme ils étaient. Un- il y a trois, et du coup, il y a trois autres portes qui, elles aussi, sont implémentées, par contre, sur les processeurs, c'est les portes de rotation. Et donc, vous leur donnez comme argument en général un angle θ qui est entre 0 et 2π. Et ça va être des rotations selon les axes X, Y, Z. Et ces axes X, Y, Z, c'est les axes de la sphère de Bloch. Vous avez vos matrices. Donc la rotation selon Z, c'est uniquement une rotation de phase. Donc vous pouvez utiliser la porte précédente, une porte de changement de phase avec un angle. Mais les portes de rotation selon X et Y sont plus complexes. Et et voilà. Elles font apparaître en général des états plus complexes et entre autres impliquent souvent des superpositions et de l'intrication. Un petit point, donc je vous en ai parlé pas mal, ce qu'on appelle la base de Bell. La base de Bell, elle est très facile à réaliser sur un processeur quantique. Le seul problème de tous ces états intriqués, c'est que c'est le maintien dans le temps. Vous avez parlé des qubits réels, réalistes et parfaits. Et l'un des avantages de travailler avec des qubits réalistes ou des qubits parfaits, c'est que votre état d'intrication ne va pas disparaître avec le temps. Tous les phénomènes d'intrication, plus la distance est grande et plus le temps est écoulé depuis le passage dans l'intrication est élevé, plus cet état devient instable et peut se désagréger. Donc à chaque fois que vous allez utiliser des qubits intriqués, vous allez le faire au dernier moment possible dans un processeur. Tant que vous n'en avez pas besoin, vous ne les utilisez, vous ne les intriquez pas, et vous les intriquez seulement au moment où vous en avez vraiment besoin. Et voilà. Et donc les quatre vecteurs qui forment la base de Bell, donc ce sont ces quatre-là. Et ce qui est important, c'est que c'est les vecteurs selon lesquels la puissance d'intrication est la plus élevée. Je vous ai montré, je vous ai mis à l'écran deux circuits pour deux états de Bell différents. J'ai mis, alors je ne sais, je crois que c'est Phi, Phi plus euh, et Psi plus. Ouais, c'est ça. J'ai mis Phi plus et Psi plus. Euh, un élément important pour passer de Phi plus à Phi moins et de Psi plus à Psi moins, il suffit d'appliquer une porte Z, si je vous la remontre, c'est celle-ci, qui inverse l'amplitude selon, enfin, oui, c'est ça, qui multiplie par -1 l'amplitude selon le vecteur 1, enfin, selon l'état 1.
Ça va donner ce genre de circuit. Donc là, c'est sur les simulateurs d'IBM. Oui, pour passer de Phi plus à Psi plus et de Phi plus à Phi moins et de Psi plus à Psi moins, il suffit d'appliquer la porte poly Z sur le premier qubit, celui qui a subi la porte d'Adamar. Si vous faites donc l'histogramme que vous voyez à droite, donc qui correspond aux probabilités, je sais pas si vous voyez les probabilités, mais l'amplitude la plus grande est à 52% et la plus petite à 47,9. Ça, c'est sur un millier de tests. Euh, donc du coup, c'est les différents résultats qui sont ressortis. Et sur l'histogramme, c'est les probabilités qui ressortent. Ce n'est pas les amplitudes. Et donc vous ne pouvez pas voir ni la phase. Ouais, non, juste vous ne pouvez pas voir la phase. Euh, voilà. Je pense que j'ai achevé un certain nombre de personnes probablement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Surtout, pour tout ce qui est question, vous n'hésitez pas. On a du coup, vous êtes la plupart sur Discord, ou sinon à m'envoyer un mail à moi ou à Albert. Et je vais couper l'enregistrement YouTube. Au revoir YouTube.